Mesdames et messieurs, bonjour. Merci, tout d'abord, merci pour cette introduction. Avec mon collègue Sandro Peduzzi, on va parler aujourd'hui des embouchures, donc l'importance écologique et la revitalisation. Je parlerai plutôt des aspects théoriques et M. Peduzzi des aspects pratiques. Donc, trois questions nous ont été posées pour la préparation de cet exposé. Et ce sont ces trois questions qui vont nous guider dans la présentation. Donc la première question, quelle est l'importance des embouchures dans les réseaux fluviaux? La deuxième question, dans quel état des embouchures se trouvent en Suisse? Et puis, quelles sont les mesures envisageables pour leur revitalisation? Donc tout d'abord, pour la première question, les embouchures, comme on sait tous, sont des nœuds des réseaux fluviaux. Par ceci, elles sont fondamentales pour la connectivité latérale et longitudinale du réseau. Ce sont des zones avec une complexité hydrodynamique très grande. Donc cette complexité associée au régime de transport solide crée des zones de dépôt et d'érosion qui peuvent être très importantes et très critiques lors de passage des crues. Ce sont des zones aussi, les confluences, elles apportent des éléments organiques qui sont nécessaires à la survie des écosystèmes. Et puis, les divers paramètres caractéristiques de confluence tels que les débits, les régimes de transport, les apports solides, confèrent à ces zones une caractéristique environnementale, ou une hétérogénéité environnementale qui n'est pas trouvée nulle part dans d'autres tronçons de rivières. Comme on sait bien, la majorité des cours d'eau en Suisse, des grands cours d'eau en Suisse ont été, on va dire, corrigés lors des interventions passées. Donc ces corrections ont généré, donc ont transformé des grandes rivières très larges à des systèmes linéaires. Donc ces systèmes linéaires se caractérisent par un manque de diversité structurelle énorme. Les interventions ont considérablement appauvri la valeur écologique. Nous avons ici un exemple du Rhône autour des années 1800, et puis le système qu'on voit aujourd'hui, donc un système linéaire, presque comme une autoroute. Pour parler d'état des embouchures, je vais utiliser l'exemple du Rhône. Donc une étude très intéressante a été menée par Marion Bourgeois en 2006, qui a été basée sur 4 domaines différents. Donc, tout d'abord, l'écoulement. Donc, ça, c'est l'influence des centrales hydroélectriques, par exemple. L'écomorphologie, donc, qui définit l'état ou le degré d'artificialisation du canal. La qualité d'eau, donc, qui est liée au rejet des eaux usées, par exemple. Et la connectivité, qui est très souvent critique, qui est très souvent coupée par la présence de seuils. Pour chaque confluence, elle a analysé l'état actuel et aussi le potentiel d'amélioration. Donc on voit que pour la majorité des confluences, nous avons un état actuel qui est pauvre, et aussi qu'on a une grande partie des confluences, on peut intervenir d'une manière importante. Je vous donne des exemples ici de quelques confluences sur Rhône. Tout d'abord, l'Avançon, on voit une discontinuité du fond qui était fixée par des blocs en rocher. On voit la Boine. Ici, c'est un peu petit, mais on voit la présence ici d'un seuil juste à l'embouchure. La Navissens, où on voit à l'endroit de l'embouchure un canal rectangulaire. Et puis la Lonza, où on retrouve encore la présence d'un seuil
juste à l'endroit de l'embouchure. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat menée au laboratoire de construction hydraulique à l'EPFL avec le professeur Schleiss, j'ai étudié une des solutions pour la revitalisation, l'élargissement local des affluents. Donc l'idée, en fait, c'était de contribuer, ou apporter une contribution à cette équation. L'hétérogénéité plus la variabilité plus connectivité, c'est égal à biodiversité. Donc, par un élargissement local de l'affluent dans l'endroit de la confluence, l'idée, c'était de développer des zones, des habitats, donc développer des habitats. Ces zones-là peuvent aussi être utilisées comme des refuges pour les poissons lors d'une augmentation ponctuelle du débit, qui est par exemple issue d'une variation liée à turbinage, par exemple, de centrales hydroélectriques. L'idée aussi, c'est de renforcer la biodiversité des espèces animales et végétales et aussi contribuer pour la connectivité latérale en éliminant le seuil présent dans ces confluences. L'étude a été effectuée sur la base des essais sur laboratoire dans une confluence à 90 degrés où j'ai étudié une situation de référence, donc l'affluent qui arrive comme il est actuellement dans plusieurs confluences, et puis 3 différentes configurations d'élargissement. Les essais ont été menés avec des débits constants, avec un apport de sédiments seulement dans l'affluent, et aussi les sédiments qui ont été utilisés avaient une granométrie étendue, donc un mélange de fins et de grossiers. Donc l'idée, on ne va pas entrer en détail dans toutes ces informations-là. Ce qui est important de voir, c'est que dans une zone élargie, on a la création de différents types d'écoulements. Donc on a tout d'abord un écoulement principal qui se forme au milieu de la confluence, des zones de stagnation et des zones sèches. Donc on apporte une variabilité de vitesse d'écoulement et aussi par conséquent une variabilité de profondeur d'eau, comme on voit dans l'analyse ici. Donc si on compare en cas de référence, donc juste dans la zone de l'affluent, cas de référence sans aucun élargissement, et puis quand on fait un élargissement, que ce soit petit, moyen ou grand, on voit que la variabilité est énorme ici dans cette zone. Nous voyons aussi, on ne va pas encore une fois entrer en détail sur tous ces courbes. L'idée ici, c'est de se concentrer sur ce qui se passe dans la zone de l'affluent. Donc nous avons un état de référence où on a une courbe granométrique qui a été mesurée dans l'affluent, donc l'entrée de l'affluent. Et aussi on voit que cette courbe-là, elle est divisée, on va dire presque, il y a une ségrégation entre des gros qui se trouvent au milieu de l'élargissement et puis une zone fine qui se trouve à l'endroit où on appelle les zones sèches. Donc, une importance, c'est la variabilité du substrat qu'on apporte avec cette solution. Donc, pour conclure cette première partie, j'ai pu voir en fait qu'un élargissement local de l'affluent, c'est une solution très avantageuse. C'est aussi des fois peu coûteuse, en fait, ça peut être peu coûteuse. Elle est importante pour le rétablissement de la connectivité latérale, comme on a vu, par éliminant par exemple le seuil qui existe aujourd'hui. Un petit élargissement de à peu près 3 fois la largeur de l'affluent sur une longueur de 4 fois peut être suffisante pour atteindre les objectifs. Aussi, il est très important de dire que cette intervention-là ne porte pas des effets négatifs ou le passage des crues. C'est très important de tenir compte lors d'un projet de revitalisation. L'élargissement aussi, un élargissement progressif peut s'avérer fonctionnel en fonction de l'espace disponible.
Et aussi, une partie importante, c'est que lors d'un projet de revitalisation, il ne faut pas oublier qu'on doit rétablir le régime de transport solide suffisant pour garantir une morphodynamique des cours d'eau. Voilà, merci pour votre attention. Je passe la parole à mon collègue Petrucci. Merci. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, aussi de ma part. Je remercie les organisateurs d'avoir invité un représentant des cantons ici à cette manifestation. Cantons qui sont maintenant, on l'a vu ce matin, très occupés par ces planifications au niveau assainissement et revitalisation qu'il faudra rendre à la Confédération d'ici à la fin de l'année. Et mon intention est celle de vous présenter en fait quelles sont nos réflexions pour la mise en œuvre et les aspects pratiques de comment valoriser ces embouchures et ces confluences et les valoriser dans ces planifications. Avant tout, on a affaire à deux types d'embouchures. On a vu avant, on a les embouchures sur les cours d'eau avec les latéraux, mais on a aussi les embouchures dans les lacs, ici en Suisse, et les deux méritent d'être valorisés pour plusieurs raisons. Vous avez ici une très belle photo de l'embouchure du Tessin dans le lac Majeur. Vous avez ici une photo qui a une situation qui a tout à fait l'air naturel, mais est le résultat, en fait, on va le voir après, d'un grand projet qu'on a pu réaliser, une revitalisation de l'embouchure du Tessin. Voilà. On a vu ce matin, il y a une très grande machinerie, donc il y a eu des changements dans le cadre légal ici en Suisse. Il y a une grande machinerie qui a été lancée, donc comme canton, on est maintenant très occupé par les planifications ici, dans ce cas-là, des revitalisations. Et comment vraiment valoriser ces embouchures. Et aussi un thème qui est proche, l'élimination des obstacles à la libre migration des poissons. En fait, on a la planification liée à l'assainissement des obstacles liés à des ouvrages hydroélectriques, mais en fait, l'élimination des obstacles à la libre migration d'autres ouvrages doit être prise en compte dans la stratégie de revitalisation. Et en fait, si on regarde ce Vollzugshilfe, le module d'aide à l'exécution de la revitalisation, on s'aperçoit, moi j'ai cherché les mots obstacle, embouchure et confluence, on les retrouve cités seulement confluence une fois, embouchure deux fois, et donc c'est un thème qui est considéré mais peut-être un peu sous-estimé en fait. Le BAFO, celui-ci est un document de 2012, le BAFO a aussi publié des fiches sur l'aménagement et l'écologie des cours d'eau, et là, disons, ce problème de la connectivité sur les cours d'eau a été reconsidéré d'une manière plus importante parce que 3 de ces fiches sur l'aménagement et l'écologie des cours d'eau s'occupent de ces problèmes de connectivité sur les cours d'eau. Une fiche justement sur la connectivité, une deuxième fiche sur l'élargissement des embouchures, dont l'auteur est l'intervenant qui m'a précédé, et une fiche complètement dédiée aux rampes et aux rampes en arrangement. Donc,
voilà, nous, on essaye maintenant on a fait beaucoup de réflexions de comment intégrer l'assainissement des obstacles dans notre planification des revitalisations. Voilà, l'état de ces embouchures, mon collègue qui m'a précédé vous l'a dit, est très mauvais en fait. Vous avez ici une situation, vous avez ici la plaine de Magadino, vous avez ici la ville de Locarno, la ville de Bellinzone, et au milieu le Ticino qui a été complètement corrigé lors de l'assainissement de la plaine. On entrevoit ici le lit mineur et aux côtés le lit majeur. Donc on a une section typique des cours d'eau en fait de nos plaines alpines qui présente un lit mineur, le lit majeur qui est déjà pratiquement déconnecté de ce qui est le lit mineur avec les digues ici. Et la situation typique qu'on retrouve dans le lit majeur, c'est des cours d'eau complètement imperméabilisés, complètement pavés, avec à la fin la connexion avec le lit majeur qui est souvent constitué par un grand seau, complètement infranchissable par tout organisme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau planification, revitalisation, en fait, on nous demande d'évaluer les bénéfices pour la nature et le paysage par rapport au coût prévisible d'une intervention de revitalisation. Et ceci sur les tronçons de cours d'eau. Nous, on a essayé de faire la même chose en considérant pour les obstacles et de faire un travail de priorisation aussi sur l'assainissement de ces obstacles. Donc, pour ceux qui connaissent le module revitalisation, il faut croiser différentes informations. Donc, le relevé écomorphologique a bien relevé les obstacles. Donc, on a des informations sur l'auteur des obstacles, le type d'obstacle, qu'on a croisé avec les coûts prévisibles d'un assainissement. Et ensuite, on a croisé encore avec le potentiel hydromorphologique de tronçons où on trouvait ces obstacles, donc la pente, la longueur de cours d'eau raccordable, le nombre de stralaires et des informations au niveau des espèces prioritaires. Donc, on arrive à un document de planification des revitalisations avec nos tronçons en vert foncé qui doivent être revitalisés en priorité, mais aussi avec une priorisation des obstacles, en fait. C'est les points ici en rouge. Et ceci est important avant tout pour aller intervenir sur les obstacles qui sont prioritaires au niveau écologique, mais aura aussi une conséquence aussi au niveau financement, en fait, parce que les obstacles qui sont considérés prioritaires auront en fait des subventions, des financements supplémentaires de la part de la Confédération. Voilà. Une autre réflexion qu'on a faite sur ces obstacles pour pouvoir les intégrer dans la planification revitalisation est celle d'aller voir quels étaient, par leur élimination, les obstacles qui nous donnaient une plus grande longueur de cours d'eau, en fait, en connexion, en fait. Ici, vous avez un graphe avec tous les obstacles qu'on a recensés dans le relevé écomorphologique et avec, disons, la longueur potentiellement raccordable de cours d'eau. Donc, il est bien clair qu'on va miser et on va mettre nos énergies, en fait, sur les obstacles qui nous amènent un plus grand bénéfice, en fait, en ayant une très grande longueur de cours d'eau raccordable, pour avoir justement une bonne connectivité le long du réseau de nos cours d'eau. Voilà, donc on arrive à un résultat qui est celui-ci, dans nos planifications, avec ici
un obstacle qui mérite en priorité d'être assaini, et avec ce tronçon-là qui est encore dans le lit, dans ce cas-ci, dans le lit majeur du Tessin, et qui mérite en fait d'être revitalisé. Une chose qu'il faut dire, en fait, ces planifications-là, ces documents-là ont déjà été rendus publics chez nous dans leur version intermédiaire. Donc, en fait, cet objet-là a été repris, en fait. Il y a les CFF qui ont un projet d'agrandissement des lignes, de la ligne qui va de Bellinzona à Locarno, donc qui traverse une zone alluviale, une zone palustre, alluviale et palustre d'importance nationale. Donc, ils ont la nécessité d'identifier des mesures de compensation écologique. Donc, les CFF ont repris l'idée, en fait, d'aller intervenir ici et vont proposer dans leur projet d'agrandissement la revitalisation de ce tronçon de cours d'eau dans le lit majeur avec l'élimination de l'obstacle ici, hein, qui empêche toute migration des poissons vers l'amont. Il est bien clair qu'un projet de ce type mérite aussi d'aller intervenir dans la partie amont, en fait. Donc, un projet complet intéresserait aussi la partie amont ici. Donc, mais ceci serait trop pour disons, une mesure de compensation. Donc, on va se retrouver dans le cas, comme canton, d'aller déterminer quelle est la partie, en fait, due, en fait, pour la mesure de compensation, et quelle est la partie qu'on pourra aller financer avec les aides de la Confédération et du canton pour un tel projet. Voilà. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est que ces élargissements, ces assainissements des embouchures, surtout dans le lit majeur, présentent beaucoup moins de conflits au niveau d'espace, en fait. Un des grands problèmes pour pouvoir mettre en pratique et réaliser des projets de revitalisation en Suisse, c'est d'avoir l'espace disponible, en fait. Donc là, c'est une première mesure qui, au niveau conflit de l'utilisation du territoire, présente beaucoup moins de problèmes que d'autres situations. Donc, elle a des chances d'être réalisée. Les autres embouchures dont je vous ai parlé avant, ce sont les embouchures dans les lacs. Donc, les embouchures sur les cours d'eau sont dans un mauvais état, mais les embouchures dans les lacs, elles sont peut-être encore dans un état pire, je dirais. Donc, là aussi, dans nos planifications, on a considéré, ici, on est vraiment à l'interface entre le système fluvial et les plans d'eau. Je vous rappelle que la Confédération, les modifications du cadre légal prévoient aussi que dans 4 années, on va rendre une planification stratégique aussi sur la revitalisation des lacs. Et là, on se trouve à l'interface, en fait. On a déjà considéré ces situations-là dans la planification revitalisation cours d'eau. Et, les situations qu'on veut atteindre, ce sont des situations beaucoup plus diversifiées au niveau morphologie, etc., etc. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, surtout ici on a une carte du lac de Lugano, surtout dans les zones fortement urbanisées, on s'est aperçu qu'il faudra associer ces travaux de revitalisation avec les fonctions récréatives de ces zones-là. Elles ont un très grand potentiel au niveau, justement,
détente parce que c'est des zones tout proches des zones très fortement habitées et, disons, les gens apprécient beaucoup quand on va revitaliser ces embouchures parce qu'elles ont à nouveau des zones de détente de qualité. Et ceci améliore beaucoup l'acceptabilité de ces projets en fait. Voilà, ici on a ces points rouges indiquent des confluences des cours d'eau dans le lac qu'on pourra aller revitaliser. Voilà. Au niveau revitalisation d'embouchures dans le lac, je peux vous citer 2 exemples qu'on a déjà réalisés au canton du Tessin. Une embouchure a été revitalisée en plein milieu urbanisé, dans le parc de la ville de Lugano. Donc, on a ici, excusez-moi, on a ici le cours d'eau qui arrive, le Cassarate. Ici, sur la rive droite, on a le parc citadin. Et on avait là aussi une situation avec une séparation nette entre ce qui était le parc et ce qui était le lac, en fait. Là, on a pu faire une intervention où on a reconnecté, en fait, le système lac avec le parc derrière. On a pu faire une passerelle où les gens peuvent accéder, disons, d'une manière facile au lac. Et ce qu'on a pu faire aussi, dans la partie terminale, avant on était ici, dans la partie terminale du cours d'eau, et aller élargir le lit du cours d'eau vous voyez ici les 2 murs, élargir en fait le lumineur en créant sur la rive droite, ici on a le parc, une berge naturelle. Et là aussi, on a pu recréer des structures dans le cours d'eau, mais aussi faciliter l'accès des personnes, au moins aussi l'accès, disons, la vision du cours d'eau par les gens qui fréquentent le parc. C'est un projet qui a été beaucoup contesté, en fait, celui-là, parce que, en fait, dès qu'on va intervenir pour tout projet de revitalisation, mais dès qu'on va intervenir sur une situation donnée, les gens, en fait, disons, il y a un changement d'occupation du territoire et les gens ne sont pas toujours favorables à ces changements, en fait. Là, il y avait eu un référendum qui avait été lancé par les citadins de la ville de Lugano et contre le crédit pour aller faire une intervention ici à l'embouchure du Cassarate. L'autre exemple que je peux vous citer, c'est l'exemple de la revitalisation de l'embouchure du Tessin. Vous vous rappelez, avant, je vous ai montré la plaine de Magadino. Celle-ci est l'embouchure du Tessin avant la revitalisation. Donc, la première étape pour pouvoir revitaliser cette embouchure a été l'éloignement, en fait. Il y avait une très grande exploitation et activité d'exploitation et extraction de gravier et sable. Vous voyez ici les tours d'extraction, etc. Donc la première étape a été celle-ci. Il a fallu plusieurs décennies avec des luttes par des personnes voilà, qui sont aussi ici en salle, qui ont pu éloigner cette activité. Et puis le principe de l'intervention a été celle de baisser cette zone-là, le niveau de cette zone-là, en éliminant la protection des berges. Et ceci pour favoriser justement la dynamique du fleuve et faire de sorte que le fleuve puisse être dans les bonnes conditions pour aller recréer ces structures naturelles. Donc, le matériel ici, il a été utilisé pour
agrandir cette île et creuser un chenal latéral ici. Ceci est un projet qui a été terminé en 2009. Voici la situation avant le projet, mais après l'élimination de l'activité d'extraction de matériel. Et ce qu'on a pu faire, justement, est de démanteler les protections des berges ici, de pousser le matériel vers le lac et de creuser un chenal latéral qui avait le but d'aller redynamiser cette partie de la zone protégée, de la zone alluviale, qui présentait des écosystèmes palustres pas trop influencés par la dynamique fluviale. Voilà, pour en finir, une photo juste après les travaux. L'activité d'extraction de gravier était ici. Donc, le niveau de cette île a baissé, on a poussé le matériel ici, et on a pu creuser un chenal latéral ici. Voilà. Voici la situation avant. Donc, maintenant, disons, cette situation a été assainie. Mais une chose que je tenais à vous dire avant de terminer, en fait, c'est que ici, on a une photo de l'embouchure après une petite crue, en fait. Ici, juste à côté, on a l'embouchure de la Verzasca, qui est une autre vallée qui arrive dans la plaine de Magadino. Et en fait, ici, le fleuve est dans les conditions pour aller recréer lui-même ces structures, tandis que là, la Verzasca a un barrage, un très grand barrage à la fin de la vallée. Donc, on voit tout de suite que, disons, c'est bien d'aller pouvoir intervenir avec des mesures morphologiques sur les cours d'eau, mais ceci n'est pas suffisant. Et le cadre, disons, le cadre légal au niveau suisse prend en compte ces situations-là parce qu'il nous oblige, il nous conseille d'aller aussi assainir les régimes hydrologiques et les régimes de charriage. Et on voit ici qu'on a une situation complètement statique parce qu'en fait, la vallée, disons, il y a un très grand barrage à la fin de la vallée, donc il n'y a plus la possibilité, on n'a pas de régime hydrologique naturel et on n'a pas le matériel de fond qui arrive, donc qui pourra recréer ces structures naturelles. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir suscité quelques questions intéressantes parce qu'en fait, justement, il faut bien que toutes ces aspects théoriques qui sont présentés aujourd'hui puissent être traduits avant tout dans les planifications stratégiques qui doivent être après appliqués avec des projets concrets sur le territoire. Voilà, merci.